Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission Regarde d'ailleurs, votre émission d'actualité. Tout au long de cette saison, nous recevrons des personnalités mauritaniennes et étrangères également pour décrypter l'actualité mauritanienne et l'actualité dans le monde tout simplement. Ce soir, je suis avec nos deux chroniqueurs Nada Ahmed Yench. Bonsoir Nada. Bonsoir Diadé. On est également avec Amadou Khan, notre chroniqueur. Bonsoir Amadou. Bonsoir Diadé. Et ce soir, on reçoit notre premier invité de cette saison, c'est Monsieur Baboubou, qui est docteur en droit, qui a soutenu un sujet de thèse qui est le suivant, le mode alternatif de règlement des différends en Mauritanie. Il est également juriste au palais de justice de Pontoise, candidat malheureux à la dernière élection législative, qui a sollicité vos suffrages pour les Mauritaniens, pour être député des Mauritaniens de l'étranger. Bonsoir Monsieur Ba. Bonsoir Monsieur So. Nous vous remercions d'être avec nous ce soir. Alors je me tourne vers vous. La première question, on va plus parler de l'actualité d'abord. Ensuite, je laisserai la parole aux chroniqueurs qui vous interrogeront au fur et à mesure. On a vu que l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz a été condamné à 5 ans d'emprisonnement. Il a perdu ses droits civiques. Il a également une confiscation des biens a également été prononcée. D'autres personnes qui étaient inculpées dans ce procès ont été relaxées. Que vous inspire cela, sachant que le tribunal n'a pas suivi les réquisitions du ministère public qui réclamait 20 ans d'emprisonnement? Qu'est-ce que cela vous inspire? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de honte de la justice mauritanienne ou du système politique mauritanien? Bonsoir Monsieur So, bonsoir Nada, bonsoir Monsieur Khan. Je vous remercie pour cette invitation de cet après-midi pour parler un peu de tout et de rien sur la Mauritanie. Par rapport à votre question, je pense que sur la forme, je dirais que l'arroseur a arrosé. La loi de 2016 sur anticorruption, cette loi a été votée sous le règne de Monsieur Ould Abdelaziz. Du coup, aujourd'hui, la même loi qui condamne l'ex-président, enfin, il reste toujours présumé innocent en étant légaliste et juriste. Je suis respectueux de la présomption d'innocence. Monsieur Ould Abdelaziz, la Cour criminelle l'a condamné en première instance à 5 ans d'emprisonnement pour enrichissement illicite. Je pense que du point de vue du droit, il est toujours présumé innocent, mais c'est une triste histoire le fait que la Mauritanie, un ex-président, quelqu'un qui a dirigé la Mauritanie pendant plus de 10 ans, si j'ose dire, depuis 1978, parce que c'est l'armée qui est au pouvoir. Aziz fait partie de ces clans militaires, quelqu'un qui a dirigé ce pays pendant plus de 10 ans et aujourd'hui s'est retrouvé derrière le barreau et condamné à 5 ans d'emprisonnement ferme. Je pense que c'est une honte, c'est triste pour ma République, c'est triste pour la Mauritanie, c'est triste pour le Mauritanien. Sur le fond, je n'ai pas connaissance du dossier, je me réserve à ne pas me prononcer sur le fond du dossier, mais quand même je trouve que c'est une triste histoire et le fait de voir un ancien président qui a dirigé la Mauritanie pendant plus de 10 ans finir ainsi. D'accord. On vous remercie pour cette vos impressions par rapport à ce procès. La deuxième question que je voulais vous poser, ça concerne la lutte contre le terrorisme en Mauritanie. On a vu que le G5 Sahel n'existe plus, puisque la convention constitutive en fait de cette organisation, son article 20 prévoit que si 3 membres se prononcent pour quitter l'organisation ou la dissoudre, l'organisation de facto est dissoute, elle est morte. Donc le Mali s'était retiré, ensuite c'était je crois le Niger, puis le Burkina Faso, et la Mauritanie et le Tchad ont décidé de mettre fin à l'organisation, à la lutte entre guillemets, à la lutte contre le terrorisme. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'en Mauritanie, on peut être inquiet par rapport au terrorisme? Est-ce que aujourd'hui c'est un échec de la lutte dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, sachant que les Français aujourd'hui ne sont plus au Mali, ne sont plus au Burkina Faso, sont en train de quitter la région, ils ont également quitté le Niger. Quelle est votre impression? Est-ce que les Mauritaniens, nos compatriotes, doivent être inquiets? C'est une très bonne question, Monsieur So. Je pense qu'en matière du terrorisme, le risque zéro n'existe pas. La Mauritanie n'est pas à l'abri des actes de terrorisme. Ça, c'est vrai, il faut le souligner. Moi, je trouve que c'est un échec, c'est un constat d'échec, le fait que le G5 Sahel n'existe plus. Cette structure a été montée par la France, il faut le dire haut et fort. Hein. C'est une organisation qui a été montée par la France
avec la complicité de certains États africains, tels que la Mauritanie, le Mali, le Burkina Mais pourquoi on Faso. parle de complicité comme si c'était un crime? Enfin, si j'ai dit ça, c'est parce que tout simplement, c'était pas l'initiative des pays africains D'accord. eux-mêmes. C'était l'initiative de la France, de l'ancienne colonie, vouloir créer une structure de lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, le bilan est calamiteux. G5 Sahel n'existe plus. Le terrorisme existe toujours Tout à fait. jusqu'à l'heure où je vous parle dans la sous-région. Donc la Mauritanie reste toujours un pays menacé. Mais D'accord. c'est dans leur intérêt. C'est dans leur intérêt parce que ces pays sont sous-développés, ils n'ont pas les moyens pour se défendre, pour lutter contre le terrorisme. Sachant que le terrorisme, c'est une question, ça touche tous les pays du monde. C'est une question internationale. Oui, c'est vrai que c'est dans leur intérêt, mais moi je pense que quand on veut lutter contre les crimes organisés ou contre le terrorisme, en fait, la lutte ne devrait pas limiter à 2 ou 3 ou 5 pays. Ça devrait être une lutte internationale, comme vous l'avez si bien noté. Mais vouloir limiter la lutte contre le terrorisme entre 5 pays, on sait très bien mais on sait très bien que les territoires là-bas sont extrêmement vastes. Bah, oui. Donc on a besoin aussi de pays développés pour pouvoir lutter contre. C'est vrai. Ces fléaux, c'est extrêmement important aussi aujourd'hui. J'en dis ce qu'on vient pas, madame. Mais tout simplement, ce que j'ai constaté, c'est que G5 Sahel est un échec pour nous, la Mauritanie, pour la sous-région, pour le Mali, pour le Burkina Faso et pour le Niger, pour la France également. Alors, si je veux rebondir un peu sur ce qu'a dit ma collègue, vous semblez dire que c'est parce que ça a été créé de toutes pièces par l'ancienne colonie, ou l'ancien colonisateur, la France en l'occurrence, que c'est un échec. Est-ce que c'est ça en fait? C'est pas un peu du populisme, l'image de ce qui se passe un peu partout aujourd'hui dans la sous-région, au Mali, au Niger, au Burkina, pour ne citer que ces 3 pays? En partie, oui. Le fait que l'initiative n'était pas africaine, mais venant d'une ancienne colonie, et qui impose ses règles et ses principes dans la lutte contre le terrorisme. La France, quand on voit qu'aujourd'hui, ou depuis jadis, la France est présente dans la sous-région, c'est parce que tout simplement, elle est là pour défendre ses propres intérêts, en partie, si mais pas uniquement pour les intérêts des Africains. Et si ces intérêts coïncident avec les nôtres, est-ce qu'on va leur dire non, ne venez pas, restez chez vous parce que vous êtes la France? Encore faut-il démontrer que ces intérêts coïncident l'intérêt français et l'intérêt africain, en particulier mauritanien. Mais de toute manière, moi je dirais que la lutte contre le terrorisme ou contre les crimes organisés est une affaire de tous, pas que la Mauritanie ou le pays de la sous-région. On voit qu'aujourd'hui, le monde est menacé par ces crimes organisés. Oui, on a entendu votre avis, on va passer sur un autre thème, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, je suis désolé. On a compris, parce que c'est facile de toujours accuser les pays développés. Nada. Les mots. Alors, j'ai juste une question. Je reviens sur votre thèse qui s'intitule « Les modes alternatifs de règlement des conflits en Mauritanie, regard anthropologique et juridique ». De quel mode parlez-vous d'abord, si vous pouvez nous faire un point explicatif d'une part, et d'autre part, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ces modes sur lesquels vous avez mené des travaux de recherche depuis des années, si vous voulez vous faire tout simplement un point explicatif, ça, et puis je rebondis tout à l'heure. Merci beaucoup, madame. Alors, ma thèse qui a été soutenue le 25 novembre 2022 est le fruit d'un travail de 6 années de recherche entre Paris et Nouakchott. L'intitulé du sujet de recherche, c'est le mode alternatif de règlement de conflits en Mauritanie, regard anthropologique et juridique. La thèse, elle est divisée en 2 grandes parties. C'est une thèse de 500 pages. La première partie consiste à faire l'état des lieux de la justice en Mauritanie. La seconde partie, le mode alternatif de règlement de conflits. Alors, sur la première partie, comme vous savez tous, la Mauritanie, la justice est au rabais. Ça, il faut le dire. Franchement, c'est un constat de siècle. Le fait qu'aujourd'hui, la justice en Mauritanie n'est ni indépendante, ni impartiale, ni neutre. Elle est sous le joug du pouvoir exécutif. Donc, sur cette partie, j'essaie de faire un état des lieux de la justice en Mauritanie. Et après ce constat d'échec d'indépendance de la justice, sur la seconde partie, j'essaie de revenir sur le mode alternatif qui est la justice alternative de règlement de conflits. Cette forme de justice existait depuis longtemps en Mauritanie, avant même l'arrivée de colons.
Vous C'est pouvez une juste justice. préciser de quel conflit parlez-vous, s'il vous plaît? Alors, ce sont les litiges dont le justiciable dispose. Ces modes alternatifs consistent tout simplement à régler les litiges dont les justiciables ont leurs propres dispositions. Ça consiste uniquement sur les droits disponibles, mais pas sur les droits indisponibles. C'est-à-dire, je prends l'exemple en conflit de voisinage ou de petits conflits, en conflits familiaux. Bah, ça, ce sont des exemples où le médiateur, le conciliateur, l'arbitre ou les négociateurs peuvent régler ce type de conflit sans vouloir aller devant la justice étatique. Monsieur va essayer d'être bref. Si Nada. je peux... Ouais. Donc, vous êtes resté donc en thèse pendant au moins 3 ans, on va dire. Donc, en quoi ces travaux de recherche vous ont finalement poussé à vous engager politiquement, à mûrir un peu, si j'ose dire, votre projet politique? Est-ce qu'il y a un lien de causalité? Oui, tout à fait. Il y a un lien de causalité parce que dans mes recherches, je disais tout à l'heure, 6 années de recherche, je faisais la navette entre la Mauritanie, entre Nouakchott et Paris. Et j'ai côtoyé presque une partie des ministères ou des hommes politiques, des magistrats également. Donc, d'une part. D'autre part, ici, dans ma fonction qui est relative à mes travaux de recherche, je vois les Mauritaniens qui venaient me voir pour m'exposer leurs soucis, leurs problématiques, leurs préoccupations. D'où raison pour laquelle, après la soutenance de ma thèse, j'ai décidé de me lancer en politique afin de pouvoir trouver des solutions que nos compatriotes rencontrent aujourd'hui au niveau de la diaspora. Alors, donc, on va parler de votre engagement politique. Ma question va se tourner autour de ça. Vous avez été mis en avant lors des dernières élections législatives. Vous étiez le candidat de la coalition IRAREC. Vous vous êtes même qualifié au second tour face au candidat sortant. Vous l'avez perdu. Vous n'avez pas été ridicule, 44%, c'est tout de même un bon score. Alors, ce qui me ramène à ma question, est-ce que vous comptez avoir un destin national en rentrant faire de la politique au plus près des Mauritaniens, ou est-ce que vous allez continuer à vous exiler en France pour faire de la politique depuis Paris? Très bonne question, Moussé Khan. En fait, par rapport à une carrière politique, moi je pense que je l'ai dit pendant la campagne électorale, la politique pour moi n'est pas un métier. J'ai un métier, je suis docteur chercheur affilié au centre de recherche à Paris-Nanterre. Je suis juriste assistant au palais de justice ici en France. Je pense que ce métier me suffit largement pour vivre ma vie telle que je l'entends. Faire la politique comme un métier, moi je pense que c'est une erreur. J'ai décidé de m'engager auprès de nos compatriotes vivant en Europe, tout simplement parce que j'estime que mon engagement peut leur servir à résoudre certains de leurs problèmes. Mais je ne fais pas la politique comme un métier. Vouloir parler destin national relatif à une carrière politique, moi je pense que ce n'est pas ma tasse de thé. Et si demain ou après-demain, je serai utile auprès de mes compatriotes ici en France, bah pourquoi pas, je mènerai le combat auprès d'eux afin que qu'on puisse trouver des solutions à leurs préoccupations, à leurs problématiques et à leurs besoins. Mais je n'entends pas faire la politique comme un métier, comme une carrière pour moi, parce que j'ai un métier. Alors, vous êtes en train de nous annoncer là que vous renoncez à la politique mauritanienne? Non, je ne renonce pas. Non, j'ai pas dit que j'ai... Parce que j'ai entendu que c'était une erreur. Non, non, c'était pas une erreur et j'ai pas dit que je vais renoncer à la politique. Non, je ne renonce pas. J'ai tout simplement dit que j'ai un métier. Je ne vois pas la politique. Je ne mène pas la politique ou je ne considère pas la politique comme un métier pour moi. Et pourtant on parle de professionnalisation de la politique de plus en plus. Oui, mais, et certains font carrière là-dedans, 20 ans, 30 ans, députés, sénateurs, maires, ministres, etc. C'est ça. C'est ça la politique africaine. Et en quoi c'est une erreur de vouloir servir ses compatriotes, de faire une carrière dans la politique? Oui, mais sachant qu'on veut être utile aux autres. Monsieur Sauf, ça nous amène à votre première question. Tout homme qui a du pouvoir est tenté d'en abuser. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Montesquieu qui l'a dit. Donc, vouloir faire la politique comme une carrière, ça nous renvoie à ta première question. Aujourd'hui, Aziz est jugé pourquoi?
Pour enrichissement illicite. Alors, parce qu'il en a fait la politique comme une carrière, comme un métier. Donc, moi, j'ai dit Oui. que la politique, certes, je vais la faire, je continuerai à la faire, bien sûr que oui. On a compris. Oui. En fait, vous allez avoir votre métier Oui. et occasionnellement, Et de manière opportune, vous ferez de la politique. si je me permets, vous êtes engagé politiquement, vous êtes très motivé, mais vous avez perdu récemment l'élection législative Oui, pour les sièges. Des députés de Mauritanie Voilà. de l'étranger. Merci pour la zone euro. madame, Donc, quelles sont, si vous pouvez faire un bilan personnel par exemple, quelles sont les raisons de votre défaite politique? madame, Quelle merci. expérience tirez-vous de... Merci beaucoup pour cette question. Oui. Je pense que un mois plus tard, je fais une analyse politique sur les éléments qui entrent en jeu relatifs à ma défaite. Premièrement, je dirais qu'en étant républicain, une heure plus tard, j'ai reconnu ma défaite. J'étais parti voir l'actuel député, Moussa Diawara, pour le féliciter, parce que j'ai décidé de faire la politique autrement. Alors, il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu par rapport à ma défaite politique de mai 2023. Premièrement, c'est la mauvaise organisation de la phase inscriptive sur la liste électorale. Vous savez, il y a eu la première phase qui est d'abord l'inscription des Mauritaniens sur la liste électorale. Ça a été mal organisé. C'était une organisation catastrophique. Il faut le dire et répéter encore. Et deuxièmement, le premier tour, on a vu, c'était un fiasco. C'était aussi une mal-organisation de la part de la CENI. Il y en a nos compatriotes qui ont posé une journée pour venir voter. Malheureusement, en fin de compte, ils n'ont pas pu voter. Et au second tour, forcément, cette mauvaise organisation a empêché la plupart de nos compatriotes de venir voter. Au second tour, je dirais, d'ailleurs, c'était pas une défaite pour moi. Moi, je dirais que j'ai gagné. J'ai gagné et M. Diawara a été élu. Mais en fait, la partie la plus gagnante de cette élection, c'est l'abstention. Au premier tour, il y avait eu plus de 70%. Le taux de participation était 70%. Au second tour, on se retrouve avec 50%. Vous voyez le taux d'abstention? Oui, j'ai bien compris. Ouais, Peut-être on va- le problème vient de 20 votre ans d'écart. programme. Peut-être que le problème vient de votre programme, qui ne Non. répondait pas aux inspirations de Mauritaniens. Si c'était le programme, je dirais que Diawara n'allait pas arriver même au second tour. Parce que je dirais, je l'ai dit haut et fort, c'est pas parce que, en fait, j'ai rien contre lui, hein. Si l'élection se déroule sur le programme, moi je pense que j'avais un très bon programme. Et il y avait d'autres candidats qui ont été éliminés au second tour, ils avaient de très bons programmes. Diawara, on l'avait demandé de nous exposer son programme, mais non, il n'avait pas de programme. D'accord. Il n'avait pas de On bilan. va pas refaire Moi, le je débat. pense que Monsieur Ba, les Mauritanais, Monsieur Ba. Une petite question. essayez d'être bref, on n'a pas beaucoup de temps. le Mauritanais, nous, c'est un petit pays, hein, c'est un petit peuple. Donc, chacun connaît qui Petit est peuple, qui. ne dites Bah, pas ça, Monsieur Ba. Ouais, pas Dans du point le de sens vue. péjoratif du terme, non, à mon avis, il parle de la Non, quantité, je pas parle numériquement. le nombre, numériquement. Numériquement, d'accord. En termes On de est 4 population, millions. oui, je parle en Excusez-moi, termes de population. Monsieur Ba, Les Mauritaniens votent par affinité amicale, fraternelle. C'est un vote, si je veux dire, D'accord. à la Monsieur fois Ba, tribal et communautaire. on va passer à notre juste sujet. une petite On va laisser question, M. Kahn Monsieur poser Sow, une non, question. pas encore. Je Pas reviens un peu sur l'élection et les raisons de cette défaite. Alors, vous semblez dire que la défaite est due au fait qu'il y a eu une mauvaise organisation, mais ce serait pas très facile de dire que c'est à cause de la mauvaise organisation, parce que s'il y a eu une mauvaise organisation, le candidat sortant, celui qui a gagné, aurait pu aussi être impacté. Donc lui, il n'a pas été impacté par cette mauvaise organisation et que vous avez été impacté par cette mauvaise... Merci beaucoup, M. Kahn. Je disais que c'est un des éléments, la mauvaise organisation. Il y avait plusieurs éléments qui rentrent en jeu. D'autant plus que l'actuel député était le candidat sortant, était le candidat du système également. N'oublie pas. Alors, le système, il nous poursuit partout.
Donc le du système coup, a pu œuvrer pour qu'il non, puisse bah, être réédité. je ne dirais pas que le système API est vrai, mais en tout cas, Il nous reste beaucoup de temps, monsieur il Kam. On va y passer à a la prochaine beaucoup question. d'éléments qui rentrent en jeu. Bah, le fait qu'il a été gagné aussi, peut-être aussi, les Mauritaniens ont choisi le candidat, M. Diawara, plutôt que moi, mais c'était pas D'accord. On a relatif entendu à nos votre avis programmes. là-dessus, monsieur Ba. On vous remercie. Peut-être que Calme, vous n'avez pas Nadam. assez communiqué sur votre offre électorale aussi. hein. C'est possible aussi, ça pourrait être. On a compris. Il y a une multitude de Alors, je raisons, vais juste selon vous. revenir sur parce que je me suis renseignée un peu sur votre projet politique. Ouais. À un moment, souvent vous réclamez l'abrogation de la loi d'amnistie de 1993 et la fin de privilèges tribaux, etc. La liste est longue, mais je vais juste me concentrer sur cette suggestion, à savoir abroger la loi. En quoi, revenir sur le passé sans arrêt, en quoi cela va améliorer les conditions de vie des Mauritaniens, d'une part. Parce que quand je regarde l'inflation, on a un taux de chômage élevé, une inflation galopante, une pauvreté extrême. D'une part, en quoi revenir tout le temps sur le passé va régler les problèmes quotidiens du Mauritanien, d'une part. Et d'autre part, on sait qu'aujourd'hui, parler tout le temps de cette loi, ça risque aussi, vous risquez de créer de plus en plus de tensions entre différentes communautés. Et c'est Donc, des brefs, monsieur que Ba. On n'a pas pensez-vous beaucoup de de cet argumentaire? Merci, madame. D'abord, par rapport à cette question, je m'incline devant la mémoire des 28 soldats tués, assassinés. Madame, je pense que c'est une très bonne question. Tout récemment, à la veille du 28 novembre, il y avait une conférence qui a été organisée ici en France par les associations de veuves ici en France. L'honorable député était présent à cette conférence. Moi, je pense que dans mon programme, et en plus encore, nous, le parti RAG, nous sommes pour l'abrogation de cette loi, la loi d'amnistie, parce que nous voudrons que la justice soit rendue pour les ayants droit, pour les victimes des événements 89, 90, 91. C'est très important, madame, la justice. Il ne peut pas avoir la paix sans la justice. C'est très important, cette question, le fait que la loi d'amnistie soit abrogée, on passe à la justice, et une fois quand la justice sera rendue, bien sûr que oui, on passe à la réconciliation. On a vu l'Afrique du Sud a été, ça bien, les Sud-Africains ont bien réussi. Au Rwanda, pareil. En Liban, pareil. L'ex-Yougoslavie, pareil. Mais pourquoi pas nous, la Mauritanie? Je Mais comprends nous, c'est votre point, possible. mais Nous voulons qu'il y Oui, ait mais la certains- justice. parce que vous parlez sans arrêt de cette loi, parce que certains vous accusent d'instrumentaliser cette loi pour ne pas parler de problèmes économiques et sociaux, c'est aussi important. Pourquoi vous focalisez sans arrêt sur cette loi-là? Oui, mais Nada, je vais pas être d'accord avec vous sur ce point-là. Vous semblez dire qu'ils sont tout le temps focalisés sur cette loi-là, mais parce que c'est très important en fait. C'est que c'est pas parce que les victimes réclament la justice que voilà que les bourrons entre guillemets leur disent que non, vous n'avez pas le droit de dire que vous avez été victime. Donc c'est pas possible. C'est pas ça qui va créer les conflits au pays. C'est plutôt le fait qu'il y a eu des assassinats de masse, des gens ont été tués, leurs enfants, leurs femmes sont là aujourd'hui et que la justice n'a pas été faite. C'est pour ça que aussi qu'il y ait aujourd'hui, heureusement, des partis politiques, des journalistes et des organisations qui réclament la justice et qui veulent que cette loi d'amnistie, les gens ne font pas la fixation là-dessus, c'est parce que c'est la seule loi aujourd'hui qui empêche les anciens bourreaux d'être jugés. Tout à fait. Alors, moi, Pour une fois, je ne suis pas d'accord avec ma je collègue. partage l'avis de Khan. Après, bon, on n'est pas là pour donner les explications. C'est vous Je l'invité, pense monsieur Ba. que c'est très important que si 2024, les Mauritaniens nous donnent la confiance, le président, l'honorable député arrive au pouvoir. Je pense que cette loi sera abrogée, la justice sera faite pour les Mauritaniens. Honnêtement, en toute sincérité, je suis victime de ces événements. Ma famille était victime de ces événements. Ma belle famille également. Moi, je suis pour à ce que la justice soit rendue pour les victimes, pour les ayants droit. Après, une fois que cette phase sera finie, nous allons passer à la réconciliation. Alors, moi, je pense, je rejoins, si je vous pose une autre question, je rejoins ce que disait Khan.
Je pense qu'aujourd'hui, pour que la Mauritanie puisse avancer, il faut que les auteurs de ces crimes atroces et horribles soient traduits devant la justice et soient jugés. Tout à D'ailleurs, fait. les crimes qui ont été commis sont assimilables, on va dire, à un génocide, puisque Tout c'était la à communauté fait. Peul qui est visée. Et comme on le sait dans toutes les conventions internationales, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les génocides sont imprescriptibles. C'est-à-dire 100 ans après, les auteurs peuvent être poursuivis. Et personnellement, je trouve que cette loi est une honte qui devrait être abrogée. Tous les partis Complètement. politiques, sans Complètement. exception, Ouais. y compris celui au pouvoir, devraient demander l'abrogation de cette loi pour traduire les auteurs devant la justice. Je pense notamment à notre ancien président qui se la coule douce au Qatar, pendant que les victimes sont six pieds sous terre. Ouais. Et je trouve ça, c'est un scandale, c'est honteux. Bon, cela dit, ce n'est que mon avis. Ouais. Le but n'est pas de polémiquer entre nous. Voilà. Et ça rejoint, du coup, j'ai une question qui est liée. Êtes-vous l'héritier de Biram Dabeid? Alors, Un des héritiers de Biram Dabeid va-t-il se représenter à l'élection présidentielle? D'ailleurs, on a vu que beaucoup de partis qui soutiennent l'INSAF et le président de la République ont insisté à Razouani à se représenter. Qu'est-ce que vous en pensez? alors Êtes-vous un des héritiers? Va-t-il se présenter? Monsieur Razouani est en campagne. Je pense que ça n'a pas échappé personne d'entre vous ici. Hein. Il est en campagne à l'intérieur du pays. Tout à fait. Je dirais que je ne suis pas l'héritier de Biram Daoul Abeid. Je suis membre du parti RAG. Alors, Biram Daoul Abeid est mon président et l'honorable député Deme, quand il se présente comme candidat aux élections présidentielles, je le soutiendrai avec corps et âme. Et j'espère qu'il sera gagnant en 2024. D'accord. Petite précision, quand je dis qu'il est en campagne, c'est parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il va beaucoup à l'intérieur du pays avec des propositions, etc. Il ne s'agit pas de prendre parti ou de composer. J'ai une question par rapport à votre leader, puisque vous m'avez fait la transition. Alors, votre parti RAG n'a toujours pas été reconnu, malgré le fait que votre leader, Biram, a fait du copinage avec le pouvoir à un certain moment. Tout le monde se rappelle, j'ai cherché un ami en politique, je l'ai trouvé à la personne du président de la République, Razouani. Votre parti n'a pas été reconnu malgré ça. Alors, diriez-vous, vous, en tant que membre de RAG, est-ce que c'était une erreur politique de votre leader? En fait, je pense que les propos de Biram ont été mal interprétés ou voire encore ils sont sortis dans leur cadre. Alors, sur l'interdiction des RAG, je vais revenir sur... l'interdiction de la non-reconnaissance. Ça revient pareil, la non-reconnaissance de notre parti depuis 2013. Les dossiers sont bloqués avec FC, avec le Force progressiste de Samba Thiam. Notre parti RAG, depuis 2013, le dossier était arrivé à la Cour suprême. Jusqu'à présent, sont bloqués là-bas. Pourquoi? Parce que tout simplement, le RAG est un parti représentatif des peuples autochtones mauritaniens. Je pense que vouloir reconnaître notre parti, ça fait peur au pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des implantations partout à l'intérieur du pays, partout. Les élections législatives passées n'ont pas donné une preuve comme quoi que votre parti ou votre mouvement, en tout cas, fait peur au pouvoir. Vous n'avez pas eu les résultats qui... Mais M. Khan, est-ce que vous croyez qu'en Mauritanie, depuis 1978, les élections qui ont été organisées, ce sont des élections transparentes? Je sais pas, 2023, la CENI l'a avoué devant tout le monde. Il y a eu des tripatouillages. Avez-vous fait des recours pour faire annuler les résultats? Je pense qu'au niveau de notre toute l'opposition s'est manifestée contre les résultats. Mais ils se sont manifestés, c'est une chose, mais est-ce qu'ils ont utilisé les voies légales pour faire annuler les résultats? Le problème, c'est aussi au niveau de l'opposition mauritanienne. Alors, tout le monde dit que la vie est très chère, qu'il y a de l'inflation, les coupes d'électricité, que les jeunes sont en train de partir par milliers aux États-Unis via Nicaragua. Mais comment ça se fait-il que malgré tout ça, l'opposition n'arrive pas à s'organiser pour faire, chuter le système actuel? Il continue quand même à avoir l'adhésion, juste 30 secondes. Il continue, le parti INSAF continue quand même à engager des électeurs qui l'ont porté là où ils sont aujourd'hui. Ce qui me ramène à ma question, est-ce que dans l'opposition mauritanienne aujourd'hui, y a-t-il quelqu'un capable de battre Razouani en 2024? Une très bonne question. Par rapport à l'opposition mauritanienne, moi je pense que 2024, on peut faire comme ce que le Sénégal a fait, l'opposition sénégalaise.
franchement, si on arrive à faire, à se rassembler autour d'un seul candidat, ce serait un idéal pour l'opposition mauritanienne. Et il me semble que chez vous, j'entends cette petite musique, se rassembler autour d'un seul candidat, oui, mais tout à à fait. condition que ce soit Biram, ce candidat-là. Alors, quand tu me demandes qui serait ce candidat, à mon avis, je dirais que Biram Daoulabed, il est le mieux placé aujourd'hui pour battre Khazouani en 2024. D'accord. Alors, juste une Dernière question réaction, pour dernière conclure. question. Ouais. Demain, vous vous présentez à une élection, législative par exemple. Est-ce que vous pouvez me citer 3 mesures que vous proposez immédiatement ou vous mettrez en place? Une mesure économique, sociale et politique. Ici Des à la mesures diaspora phares dans ou votre projet. au niveau de, Bah, au niveau du Mauritanie, pays? il y a Ici, pas ou à l'Assemblée. ailleurs, Oui, de votre le parti. jour où ils gagneront. Alors, d'abord, 3 mesures phares. 3 mesures. Alors, moi, je dirais que d'abord, il faudrait que la justice soit indépendante, impartiale et neutre. Ça, c'est une mesure qui me tient à cœur. Pourquoi? Parce que tout découle de la justice. Il faut qu'il y ait un état de droit en Mauritanie. Sans l'état de droit, on ne peut pas parler d'une bonne économie, on ne peut pas parler une bonne santé Très de bien, ça c'est au Mauritanie. niveau politique, Alors, mais au niveau oui. économique. Alors, maintenant. au niveau économique, il faudrait également que quand on arrive, une fois, c'est mon avis, hein, je pense qu'au niveau économique, il faudrait d'abord que le Mauritanien crée, je veux dire, faire appel aux sociétés étrangères et créer d'emplois pour le Mauritanien, mettre en place des formations professionnalisantes, la création d'emplois, la formation parce qu'on sait qu'en Mauritanie, le taux de chômage est trop excessif. Vous avez un chiffre Donc, fiable? alors, je n'ai pas de chiffres, mais je sais que, surtout au niveau de la jeunesse, D'accord. Okay. Donc, et la troisième mesure, Au niveau alors, social. Au niveau social, alors là, il nous faut une justice sociale. Sur ce point, il faut vraiment des mesures très efficaces pour lutter contre l'esclavage et les inégalités sociales. D'accord. Dernière question, on peut conclure cette émission, c'est vraiment la dernière. Récemment, sur les réseaux sociaux, vous avez eu un échange avec le député, Monsieur Diawara, où vous lui reprochez notamment son manque d'investissement concernant le recensement des Mauritaniens qui sont en France. Pourquoi vous l'avez pas interpellé d'une autre manière, puisqu'il vous a reproché de faire de la politique politicienne et de ne pas le contacter directement au lieu de faire une publication sur Internet? Enfin, je voudrais avoir votre avis là-dessus, en fait. Pourquoi ne pas aller voir monsieur le député directement, puisque vous le reprochez de ne pas être investi, notamment dans l'enrôlement et de ne rien faire pour les Mauritaniens? Oui. Et d'ailleurs, il vous a répondu. C'est vrai que je n'ai pas lu sa réponse, mais quelqu'un m'a expliqué. Je regrette C'est le pas mot gentil qu'il de a. ne pas lire la réponse. Oui, parce que ça m'intéresse pas. C'est votre concurrent. Oui, Vous êtes porté oui, là-dessus quand même assez. Ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la diaspora, les Mauritaniens établis en Mauritanie. Mais comment il les vous répondait, Mauritaniens monsieur Ba. Et ce n'est pas lui qui m'a répondu. Oui. Alors, je n'ai pas lu sa réponse, mais si vous voyez que j'ai décidé de passer par le média, parce que tout simplement, je pense que les médias, comme vous, RMI Info, vous avez plus d'aura et vous avez, enfin, c'est une manière afin que le message puisse arriver au but final. Vous avez dit, l'objectif c'était qu'il réagisse. Il a réagi à mon message, à ma publication. D'accord. C'est noté. Nada, merci d'avoir débattu avec Monsieur Ba. Amadou Kal, merci d'avoir débattu avec Monsieur Ba. Monsieur Ba, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Monsieur Nous espérons vous retrouver plus tard, au cours de la saison. C'est un plaisir d'être aujourd'hui parmi vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de cette émission. Je vous remercie d'avoir suivi ce premier numéro de votre émission d'actualité Regarde ailleurs. Nous reviendrons vers vous prochainement avec un nouvel invité et une nouvelle émission. Comme je vous l'ai dit en début d'émission, nous recevrons beaucoup de personnalités au cours de cette saison. Et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée à vous. Salam alaikum.